Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument fascinante, celle de Jordi Barré, la voix incontestée de la Catalogne Nord. On va voir comment un simple contrebassiste de jazz du coin s'est métamorphosé en l'incarnation pure d'une culture entière. Ce n'est pas juste une simple biographie musicale, c'est l'histoire d'une véritable quête d'identité. L'histoire d'un homme qui a littéralement porté sa langue et son héritage sur ses épaules jusqu'aux scènes internationales les plus prestigieuses. Regardez bien cette citation. Quand Christian Bourquin a prononcé ces mots au décès de Jordi en 2011, à l'âge vénérable de 90 ans, il n'a pas mâché ces mots. Dire qu'un chanteur est la figure incontournable de tout un département, c'est énorme, non? Ça montre bien l'empreinte monumentale qu'il a laissée. Il incarnait la Catalogne Nord d'une façon que peu d'artistes arrivaient à attendre. Mais bon, pour comprendre comment on en arrive là, il faut rembobiner un peu. Ce qui nous amène à notre première partie, les premiers jours et la période jazz. Le rythme d'un typographe. Parce que oui, avant d'être l'icône qu'on connaît, il s'appelait simplement Georges. Un jeune gars né sur la petite plage du Racou qui menait une double vie à 100 à l'heure dans les années 40. Imaginez le tableau. Le jour, il bosse comme typographe à Perpignan, et la nuit, boum, il sort sa contrebasse et dirige son propre orchestre de jazz. L'énergie devait être dingue. Les jam sessions au Grand Café du Castillet attiraient un monde fou. Ses performances étaient tellement impressionnantes qu'il a carrément tapé dans l'œil du grand guitariste Joseph Reinhardt, qui lui a proposé de rejoindre son groupe. Il faut dire que sa passion pour la musique était totalement dévorante. On parle d'un gars qui prenait son vélo, avec son énorme contrebasse attachée sur le dos, pour aller jouer dans des petits villages perdus. Et il y a cette anecdote que je trouve incroyable. Un soir, à Toulouse, le public n'avait pas un sou pour payer l'entrée. Eh bien, devinez quoi? Le groupe a accepté d'être payé avec un camion entier rempli d'oignons. C'est fou quand on y pense. Ça, c'est la pure passion du partage, bien avant l'époque des grands contrats. On passe à notre deuxième partie, de Georges à Jordi, ou le moment de l'éveil. C'est à la fin des années 50 que tout bascule vraiment. On assiste à une métamorphose culturelle hallucinante. D'un côté, on a Georges, le jazzman français bien connu localement pour animer les bals, et de l'autre, Jordi, le pionnier de la Nova Cançó. Ce mouvement musical, c'était la voix de la résistance, une façon de militer par le chant pour sauvegarder la culture et la langue catalane qui risquaient de s'effacer. En gros, il range les standards américains et devient le visage d'une identité régionale. Mais attention, on ne se réveille pas un beau matin complètement transformé. C'est un vrai processus. Ça commence par un déclic avec le poète Esteve Albert en 59, qui le pousse à chanter en catalan. Puis, ça se structure avec son intégration au groupe culturel Fanal Sant Vicent. Mais le coup de grâce, le vrai moteur qui le pousse à changer son prénom de Georges à Jordi, c'est l'amour. C'est sa compagne, Danielle Rousseau, qui lui fait réaliser que le catalan devait devenir son unique moyen d'expression artistique. Ce qui nous amène à la troisième partie, les voix des poètes et ses grands collaborateurs. Une fois dans la peau de Jordi, il a très vite compris une chose essentielle. Pour que sa musique ait de l'impact, il lui fallait des textes profonds, ancrés dans la terre du Roussillon. Et là, ses collaborations sont devenues ses piliers. Mais s'il faut en retenir un, c'est vraiment Joan Carol. Carol n'était pas juste un parolier de talent qui savait capter la vie des gens simples. C'était un ami intime. Sa mort tragique en 1981 a totalement anéanti Jordi. Mais dans un élan de résilience artistique magnifique, il a choisi de mettre en musique le tout dernier texte que Carole lui avait confié. Une façon sublime de sceller leur partenariat pour l'éternité. Allez, on attaque la quatrième partie, le triomphe à l'Olympia et la conquête de Paris. Nous voici en 1983, au sommet absolu de sa carrière. Imaginez la scène. Jordi Barré n'est plus seulement la vedette du Sud. Il s'apprête à faire résonner sa voix en plein cœur de Paris. Ce qui soulève inévitablement une sacrée question. Comment un artiste, qui chante dans une langue souvent relayée au second plan, gère-t-il la pression monumentale de monter sur les planches mythiques de l'Olympia? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, l'émotion. L'événement a pris des proportions dingues. Près de 1800 fans ont fait le voyage depuis le sud jusqu'à Paris. Dans les avions, ça chantait, ça dansait. Mais une fois dans les coulisses, bim, le poids écrasant de représenter toute leur culture a complètement submergé le groupe. Comme il le raconte lui-même, avant même de jouer la première note, tout le monde était en larmes. Ce soir-là, l'Olympia est devenue une véritable ambassade vibrante de l'identité catalane. Ce qui nous mène à notre cinquième et dernière partie. Un héritage symphonique, bien au-delà du simple chanteur.
Franchement, après avoir retourné l'Olympia, il aurait largement pu se reposer sur ses lauriers et profiter, pas vrai? Eh bien, pas du tout. Jordi a fait l'inverse. Il a carrément vu les choses en grand. Il s'est attaqué à des projets titanesques. Regardez cette chronologie de fin de carrière. On parle de comédies musicales grandioses et d'œuvres historiques. À 76 ans, il composait la cantate symphonique Aumône et bien après ses 80 ans, il créa encore des suites avec des chœurs d'enfants et des orchestres symphoniques entiers. Son esprit créatif refusait littéralement de vieillir. Et ce chiffre-là résume tout. Plus de 250. C'est le nombre ahurissant de chansons qu'il a écrites tout au long de sa vie. C'est la preuve irréfutable qu'on a affaire à quelqu'un qui a dédié absolument chaque seconde, chaque respiration de son existence à perfectionner son art et à faire briller sa région. Pour lui, la musique n'était pas un simple métier, c'était son langage. Alors, on va se quitter sur cette réflexion qui, je trouve, donne vraiment à réfléchir. Si un musicien du coin, avec sa contrebasse et sa passion, arrive à propulser une langue régionale jusqu'aux plus grandes scènes symphoniques, imaginez un peu ce qui se cache ailleurs. Quels autres trésors culturels, quels autres mouvements magnifiques sont en train de bouillonner silencieusement en ce moment même dans des régions oubliées. Ils n'attendent peut-être qu'un artiste passionné pour éclater au grand jour. C'est super inspirant et ça donne vraiment envie de tendre l'oreille pour écouter les voix qui nous entourent. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.